Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 30 juin 2020 ici, et notre cher ami Larry Johnson est avec nous. Bienvenue, Larry. Oui, je suis comme du chien dent. Impossible de se débarrasser de moi. Larry, je veux commencer par ça, parce qu'en ce moment, il y a énormément de théories du complot, à mon avis, sur une possible invasion terrestre de l'Iran. On dit que les États-Unis se préparent à une invasion au sol, parce qu'il suffit de regarder ce qui se passe en Irak. Ils se prépareraient à ça. Regarde ce qui se passe. Tu sais, le dernier rapport du CENTCOM indique que le navire d'assaut amphibie de classe WASP, l'USS Boxer, et le transport de débarquement amphibie de classe San Antonio, l'USS Portland, opèrent maintenant dans la zone de responsabilité du CENTCOM. Et ils viennent juste d'y arriver. Ils viennent juste d'arriver, mais ça fait au moins 2 mois qu'ils sont là. Oui, c'est écrit qu'ils viennent juste d'arriver. Ils sont arrivés depuis le PACOM. PACOM. Le PACOM, c'est bien ça. Bon, l'Indo-PACOM, d'accord. Oui, c'est le PACOM. Oui. Et ça dit que la 11e unité expéditionnaire des Marines, environ 2200 soldats, est à bord. Le 11e EU, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Oui, les 11e Marines. Ils ont été déployés en mars dernier. Bon sang. De quoi ils parlent? Pourquoi ils font comme si c'était nouveau? Désolé. Je ne sais pas. C'est pas beaucoup de choses. C'est pas ce type populaire dont on a déjà parlé. Il est un peu... Et quand on parle de l'invasion terrestre... C'est de quel gars populus signifal? Un professeur, et c'est au même. Ah, le professeur Frodlinski? Oui. Oui, tout tourne autour de l'invasion terrestre. Il dit que ça arrivera en mars. C'est quelque chose que Donald Trump et son administration sont en train de préparer. Donc, ça arrive en mars? Parfait. On n'a plus que, 10 mois à attendre. Oui, désolé. On doit attendre que la température s'améliore, parce qu'ils veulent aller... Il y a tellement de propagande en ce moment sur une invasion terrestre de l'Iran, Dari. Est-ce qu'il y a, d'après la situation actuelle, la moindre raison, la moindre base, pour une invasion terrestre des États-Unis, maintenant ou dans un futur proche? Non. Aucune. Zéro. Rien du tout. No. Zero. Zilch. Nada. Let's figure out how many languages. Nada. Voyons combien de langues on peut dire ça. Quel est le mot pour rien? Zéro en farsi? Hitch. Hitch. Oui, voilà, c'est fou, non? Bon, regardez, voici la situation actuelle des forces américaines. Mais des gens comme ce professeur ridicule, vous voyez, il n'a aucune expérience. Il n'a jamais eu d'habilitation de sécurité. Il n'a jamais été formé, ni directement impliqué dans la façon dont l'armée planifie ses opérations. Alors, une semaine avant l'invasion, ou plutôt l'attaque contre l'Iran, le 28 février, l'armée américaine a activé ce qu'on appelle des Crisis Action Teams, des CAT. Il y en a eu un activé au Pentagone, dans les locaux du Centre national de commandement militaire, le NMCC, et un autre a été activé au CENTCOM, le commandement central. Je crois qu'un CAT a été activé à Fort Bragg, au quartier général du GSC. Donc ce n'était pas seulement à un seul endroit. Alors à quoi servent ces CAT? Ils rassemblent tout le monde au sein d'une organisation militaire. Il y a l'administration, le renseignement, les opérations, la planification, la logistique. Quand c'est dans un environnement interarmé, on parle du J1 pour l'administration, du J2 pour le renseignement, du J3 pour les opérations, du J4. Je crois que c'est la logistique. Et du J5 pour la planification. Voilà, ils sont tous là. Ils se retrouvent dans une même salle, chacun avec son terminal informatique. Il y a des écrans de télévision sur les murs et ils suivent des informations réelles, en temps réel. Et il peut aussi y avoir des représentants de la CIA sur place.
representatives from CIA there, there are representatives from the National Security. Il y a des représentants de la National Security Agency sur place et il y a peut-être même des représentants du FBI. Donc, c'est un système d'opération conjointe entre plusieurs agences. L'objectif, c'est de diriger, je mets des guillemets, les forces sur le terrain. Très bien, ils ont mis ça en place une semaine avant l'invasion. Et ça montre clairement qu'une invasion se prépare, parce qu'il y a tout un travail de planification derrière. Jusqu'à présent, ils ont déplacé des troupes vers l'avant. Ils ont envoyé, enfin fait voler des F-35 au-dessus. Ils ont dû les faire voler en mode qu'on appelle ferry, parce qu'ils ne peuvent pas simplement faire le trajet direct sans être ravitaillés. Ils doivent être ravitaillés en vol tout au long du trajet. Parfois, ils volent jusqu'à mi-chemin, se posent pour dormir une nuit, puis repartent le lendemain pour terminer le vol. Bon, à propos du moment où le protocole d'accord a été signé, il y a 2 semaines. Peu après, environ une semaine plus tard, Pete Hegseth a donné un ordre. En fait, quand ils ont signé le protocole, ils ont mis les CAT en pause. Les CAT, partout, ou presque, se sont arrêtés. Ils ne tenaient plus de réunion 24 heures sur 24. Ils ne travaillaient plus 7 jours sur 7, mais du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures. Donc c'est revenu à une sorte de routine normale. Mais si on se prépare à une invasion terrestre, on ne fait pas une routine normale. On travaille jour et nuit, sans interruption, prêt pour ça. Alors, premier point, il n'y a pas de guerre terrestre en préparation. Deuxième point, où sont censées se rassembler ces fameuses forces magiques? Ces soldats ne vont pas être téléportés par une technologie façon Star Trek à travers un portail. Il faut les acheminer vers un endroit précis. Il faut les loger dans des casernes ou sous des tentes. Donc, s'ils s'étaient regroupés quelque part, ce serait une énorme cible, facile à bombarder par l'Iran à tout moment. Or, ce n'est pas le cas. Et plus concrètement, où cette grande invasion terrestre est-elle censée avoir lieu? Sur l'île de Karg? Sur l'île de Keshm? Et comment ils comptent y arriver? Je veux dire, si le navire entre dans le détroit, l'un de ses engins de débarquement va se faire pulvériser. Alors quoi? Vous allez les larguer en parachute. Et ensuite, comment vous les ravitaillez? Parce qu'ils vont avoir besoin, littéralement, de litres et de litres d'eau par soldat. Et là, d'un coup, on parle d'un effort de ravitaillement énorme, vraiment énorme. Et comment ils vont faire ça s'ils sont en plein combat? Vous voyez, il y a 150 000 habitants laissés à eux-mêmes. Et s'ils se retrouvent à affronter, disons, 2000 soldats, rien de tout ça n'a de sens. Mais il y a environ 5 jours, Pete Hegseth a signé l'ordre de commencer le retrait des forces américaines de la région. Donc ça veut dire que les navires vont partir, les avions de combat sont retirés, les troupes au sol aussi, le 75e bataillon de Rangers, la 82e division aéroportée, tout ça est en train d'être rapatrié. Les hélicoptères qui ont survolé la zone vont être démontés, chargés sur certains de ces avions et renvoyés. C'est comme ça, tout simplement. Donc les États-Unis, malgré ce qu'on a pu dire sur un renforcement des forces, alors que les gens voyaient ces avions arriver, en réalité, ils faisaient venir des renforts pour le retrait. C'est un peu comme s'ils avaient passé un appel Uber. « Hé, Uber, viens nous chercher à la base aérienne Muwafaq al-Salti. » Et voilà, ils viennent les récupérer. Ça éclaire un peu la situation? Je pense que, rien que pour une invasion terrestre de l'Iran, il leur faudrait environ 2 millions de soldats. Quel est l'objectif de l'invasion terrestre? Je ne sais pas ce que c'est, parce que beaucoup de gens sont tellement obsédés par ces théories du complot que ça va finir par devenir quelque chose comme... Enfin, quel est le but? Énerver les Iraniens.
D'accord, très bien. On aura une force assez réduite. C'est un peu comme quand ils ont essayé d'envoyer des Kurdes depuis le nord de l'Irak vers l'Iran et qui se sont fait anéantir. Donc encore une fois, il faut arrêter. Si l'objectif, c'est, disons, d'envahir l'Iran, de vaincre les gardiens de la révolution, de vaincre l'Artesh, de vaincre les milices, de tout fermer, de renverser le régime et d'en installer un nouveau. Très bien. Si c'est ça l'objectif, alors il faut calculer combien de soldats il faut pour y arriver. Il faut aussi déterminer quelles lignes de communication sont nécessaires pour soutenir une offensive. Et comme tu l'as dit, on parle de millions d'hommes. Des millions. Et on ne les a pas. Et quand on passe à l'offensive, le rapport devrait être de 3 contre 1. Oh, au moins tu sais, 3 ou 4 pour 1. Quelque chose comme ça. Oui, Larry. Est-ce que tu penses que la situation actuelle, c'est qu'on a cette délégation iranienne et les Américains au Qatar? Il semble que l'objectif principal, aujourd'hui j'ai parlé avec Miranda, il m'a dit que du côté iranien, la priorité, c'est les 6 milliards de dollars d'avoirs iraniens gelés. Et apparemment, Jared Kushner et Steve Witkoff sont là pour convaincre les Iraniens ou d'une certaine manière manipuler la question de l'argent, voir comment ils peuvent l'utiliser. Je ne sais pas, toi, comment tu comprends ça? Quelle était la nécessité de la présence de Steve Witkoff et Jared Kushner alors qu'ils ne sont pas négociateurs pour les Iraniens? Personne. Le ministre iranien des Affaires étrangères ne va pas s'y rendre. C'est le vice-ministre, quelque chose comme ça, qui va aller au Qatar. Donc il n'y aurait pas de négociation directe entre les deux parties. D'accord. Eh bien, il n'y en a pas. Vous savez, je ne suis pas sûr à qui Witkoff et Kushner parlent. Je veux dire, ils discutent probablement avec le ministre des Affaires étrangères du Qatar, peut-être avec, je crois qu'il l'appelle l'émir, mais ils ne parlent certainement pas à l'Iran. Et il n'y a pas de... Enfin, la position de l'Iran sur le détroit d'Ormuz est assez claire. Les seuls qui semblent confus à ce sujet, ce sont les États-Unis, parce qu'ils refusent d'écouter ce que dit l'Iran. Donc, au minimum, souvenez-vous que Trump avait dit « Oh, les Iraniens voulaient ces discussions ?» Bien sûr, oui. Pensez-vous que dans l'esprit de Washington, les combats et la confrontation militaire ont d'une certaine façon disparu de leurs calculs? Ou est-ce que ça fait toujours partie de leur stratégie? Vous savez, le principal problème, c'est le détroit d'Ormuz. J.D. Vance a dit qu'ils allaient trouver une solution pour le détroit d'Ormuz. Alors, est-ce que cette solution sera militaire? Est-ce qu'elle sera politique? Ou bien vous voyez une combinaison des deux dans le détroit d'Ormuz? Et de qui parle-t-on exactement? J.D. Vance. Aujourd'hui, il a déclaré que si... Je ne vous ai pas entendu. Allez-y. Oui, vous m'entendez? Oui, là je t'entends. Oui, J.D. Vance a dit aujourd'hui qu'ils allaient trouver une solution pour le détroit d'Ormuz. Ma question c'est, est-ce que cette solution serait à la fois militaire et politique, ou plutôt uniquement politique? Et quelle est, selon vous, la position de Washington sur cette solution aujourd'hui? Eh bien, il n'y a pas de solution. Washington ne peut rien faire pour régler ça. Ils n'ont aucune option militaire. Leur seule option, c'est la voie diplomatique. Et cette option diplomatique, d'après le protocole d'accord, dit quoi? Le paragraphe 5, qui est responsable d'assurer la navigation sécurisée dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis? Oman? Non. L'Arabie saoudite? Non. Le Qatar? Non. Les Émirats arabes unis? Non. Dans le protocole d'accord, un seul pays est désigné comme ayant le contrôle du détroit d'Ormuz pour garantir le passage sûr des navires. Et ce pays, c'est l'Iran. D'accord, mais enfin, où est la confusion? J.D. Vance, écoute bien.
Les Iraniens, cet accord et le protocole d'entente, c'est très clair. Pendant 60 jours à partir de la signature, l'Iran ne fera payer aucun droit de passage. Et après ces 60 jours, ils commenceront à en facturer un. Et aujourd'hui, Oman vient d'informer les Européens. Oui, on ne revient pas au statu quo, on avance. Il y aura donc des frais, d'une manière ou d'une autre. Attendez, je vais vous lire la formulation exacte. Je la cherche. Voilà. Dès la signature de ce protocole d'entente, et il a bien été signé, la République islamique d'Iran, et elle seule, s'engage à faire tout son possible pour garantir le passage sûr des navires commerciaux, sans aucun frais, pendant 60 jours seulement, entre le golfe Persique et la mer d'Oman, et dans les deux sens. Donc je veux dire, c'est l'Iran. Enfin, l'Iran a obtenu que les États-Unis reconnaissent en gros son autorité. Je ne sais pas ce que J.D. Vance ne comprend pas là-dedans. Il n'y a rien à négocier, J.D. Oui, la négociation est terminée. C'est déjà tranché. C'est la République islamique d'Iran qui va organiser tout ça. Et leur dispositif, c'est quoi? Ils l'ont présenté dans le golfe Persique, un protocole d'autorité du détroit. Oui, si tu veux passer, tu remplis une demande. Je crois même qu'ils l'ont mise en ligne. Ça peut se faire électroniquement. Il faut identifier ton navire, dire où il va et ce qu'il transporte. Et tant que tu confirmes que tu ne fais rien pour Israël, que tu n'es pas la propriété d'un Israélien ni de quelqu'un qui soutient Israël, c'est bon. Tu peux y aller. Donc, les seuls qui bloquent encore, ce sont l'Union européenne et les États-Unis. Larry, qui est la priorité pour Israël en ce moment? Le Liban ou la Syrie? Il me semble que c'est la Syrie, parce qu'il n'y a pas vraiment de force en Syrie. Ou alors la Turquie soutient d'une certaine manière la Syrie. C'est pour ça qu'ils sont un peu agressifs vis-à-vis de la Turquie et de sa position, et qu'ils passent à l'attaque. Netanyahou a déclaré aujourd'hui, dans une interview en hébreu sur les médias israéliens, « Je ferai tout pour rester au pouvoir ». Il a aussi parlé d'Erdogan. Il a dit « L'Empire ottoman, c'est fini, vous n'êtes plus là ». Et il est prêt à tout. Tu t'es déjà demandé pourquoi ces sionistes font tout pour énerver le seul pays qui leur fournit leur pétrole? Franchement, je ne comprends pas. Et tu vois, Erdogan s'est montré comme le toutou de Bibi Netanyahou. C'est comme si Netanyahou disait « Hey, dis à ce petit Turc de venir ici, j'ai besoin qu'on me cire les chaussures. » Voilà, c'est ça, Bibi Netanyahou. « Hey, Erdogan, j'ai le nez qui coule, viens me l'essuyer, d'accord? » C'est pas une demande, c'est un ordre. Erdogan devrait avoir honte, se sentir humilié. En fait, il est bel et bien humilié par les Israéliens. C'est en quelque sorte idéologique, Larry, parce qu'il voit d'un côté les actes de résistance, et de l'autre, il voit les frères musulmans dont la base se trouve en Turquie et au Qatar. Les frères musulmans et la Turquie. Quel rapport entre les frères musulmans et la Turquie? Enfin, on dirait qu'Israël pense « Oh, un musulman en vaut un autre ». Pourtant, les frères musulmans étaient actifs en Égypte, puis ils ont trouvé refuge en Arabie saoudite, si je me souviens bien. Je n'ai pas le souvenir que la Turquie ait jamais joué un rôle important dans la protection des frères musulmans. Allez-y. Désolé. Ils ont soutenu le gouvernement en Égypte, souvenez-vous, à l'époque des frères musulmans. Oui, ils l'ont soutenu. Et c'est pour ça qu'il semble que Israël considère la Turquie comme le principal moteur des frères musulmans. L'homme n'a pas mentionné le ministre israélien de la diaspora. Il n'a pas parlé de l'Égypte. Il a dit la Turquie et le Qatar. Ces deux pays sont derrière les frères musulmans. Ça passe par la Syrie, puis ça va vers le Hamas. Tout est lié.
Yeah, yeah. Yeah, that's the Oui, narrative. c'est leur récit, c'est leur version des faits. Ils vont s'y tenir. C'est pas vrai, mais Not bon. true, but Qui dit qu'il faut encore se soucier de la vérité aujourd'hui? Les gens croient ce qu'ils veulent, selon leurs propres fantasmes. Et ensuite, ils se mettent à suivre ça. Fantasies, they start following that. À leurs yeux, il y a deux options. Et d'ailleurs, il y a deux problèmes en Asie de l'Ouest. Tous les deux sont très importants, l'Iran et la Turquie. Et franchement, je ne sais pas quelle est la communication entre Washington et Benjamin Netanyahou, parce que c'est une recette pour une guerre sans fin s'ils veulent continuer à le soutenir. La prochaine guerre, ce sera la Syrie, la Turquie, le Qatar. Ils ont déjà attaqué le Qatar une fois, donc ces lignes rouges n'existent plus vraiment. L'Arabie saoudite, elle ne compte pas tant que ça dans leurs calculs. C'est comme ça. Il faut comprendre leur façon de penser. Il faut saisir, vous voyez, leur logique, leur manière de calculer. C'est la réalité, la façon dont ils perçoivent toute la région. Vous voulez dire Israël? Israël, oui. Israël voit deux aspects et les deux posent problème pour lui. Well, Israel, look, Israel wants to exterminate. Eh bien, anyone who Israël. is Écoutez, Israël veut exterminer tous ceux qui ne sont pas juifs dans la région, du fleuve à la mer, pour ainsi dire. Ils n'ont pas changé. La seule chose qui a changé, c'est que l'influence ashkénaze en Israël, qui était autrefois, disons, plus laïque, moins portée par le sionisme, est devenue une position minoritaire. Et en devenant minoritaire, eh bien, ce sont les religieux les plus zélés qui ont pris le dessus. Ils défendent une vision très, disons, fondée sur la Torah, de ce qui fait d'Israël Israël. Donc, en somme, la seule vraie évolution, c'est que les non-ashkénazes en Israël sont devenus la force politique dominante. The non-Ashkenazi within Israel have become the dominant political force. Oui, laisse-moi aborder un nouveau sujet. Tu te souviens, je crois qu'on parlait de RFK Jr., Bobby Kennedy, quand il était candidat à la présidence. Eh bien, voici ce qu'il disait à propos de la région. À l'Est, il y a en ce moment un génocide en cours contre les Juifs et les chrétiens dans tous les pays du Moyen-Orient. En 1948, il y avait 1 million de Juifs dans les pays arabes du Moyen-Orient. Aujourd'hui, il en reste environ 15 000. 20% de la population était chrétienne. Maintenant, c'est 5%. En Israël, au contraire, il y avait 150 000 Palestiniens en 1948. Aujourd'hui, ils sont presque 2 millions. Ils représentent 20% de la population. Si Israël voulait commettre un génocide contre les Palestiniens, il pourrait le faire en 1 minute. Mais c'est tout le contraire. La population palestinienne augmente énormément autour d'Israël. Il n'y a plus de Juifs en Jordanie, il n'y a plus de Juifs à Gaza. Le nombre de chrétiens à Gaza a chuté d'environ 4-20% au cours des 10 dernières années. Si vous voulez voir où un vrai génocide est en train de se produire, c'est pas en Israël. C'est dans tous les pays qui l'entourent. Et puis, il y a autre chose. Oui, enfin d'abord, qu'en est-il des Juifs qui vivent à Téhéran? Et du fait qu'à Téhéran, juste à côté d'une église arménienne chrétienne, il y a une station de métro dédiée à la Vierge Marie. Donc cette idée selon laquelle les chrétiens auraient été éliminés dans d'autres pays, c'est en grande partie le résultat de l'action d'Israël. Ce n'est pas quelque chose dicté par l'enseignement islamique, même si c'est la propagande que ici, Bobby Kennedy lui-même relaie. C'est absurde. La population chrétienne qui vit en Cisjordanie est constamment attaquée par les sionistes, par les colons. Donc voilà, encore un mensonge de plus, un récit fabriqué, une mythologie qu'on veut imposer. Pourquoi? Pour justifier la poursuite par Israël de ses politiques d'expulsion et de génocide. Israel's continued expulsion and genocidal policies. Il n'en a pas parlé. Il a mentionné la Jordanie et la Palestine, mais pas l'Irak.
Il y avait beaucoup de Juifs en Irak, mais les sionistes israéliens ont essayé, d'une manière ou d'une autre, de les convaincre en leur disant « Vous devez quitter l'Irak, sinon vous allez être bombardés. » C'est ça, oui, exactement. Exactly right. Toute la région, je pense que toute la région, Larry, toute la région, c'est une région ancienne. C'est là que toutes les religions, d'une certaine façon, trouvent leur origine. En Asie de l'Ouest, on passe des zoroastriens, puis aux chrétiens, aux judéo-chrétiens, ensuite aux musulmans, et tout ça ensemble. Je ne sais pas pourquoi ils ressentent ça. Le gars qui est musulman aujourd'hui, peut-être que 2 siècles avant, ou 5 siècles avant, il était juif, ou quelque chose comme ça. C'est ça le problème. Ils ne comprennent pas la complexité de cette région. Ils ne savent pas, parce qu'ils veulent diviser les gens à cause de la religion, sur la base de la religion. Mais ça ne fonctionne pas comme ça là-bas. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. On ne demande pas à son voisin s'il est juif ou chrétien. Ces gens-là ont vécu ensemble pendant tellement longtemps. Well, yeah, look, I've been, Eh bien, oui, écoutez, vous savez, j'ai grandi dans ce que j'appellerais une tradition religieuse chrétienne, très conservatrice. Et on peut dire que, dans cette théologie, même s'il y a une certaine intolérance envers les autres, disons-le comme ça, dans chaque religion, que ce soit le judaïsme, l'islam ou le christianisme, il y a des gens qui affirment que la leur est la seule vraie, la seule authentique, la seule voie qui permette vraiment de connaître Dieu. Et dans chacune de ces grandes religions, il y a des personnes qui croient cela sincèrement, profondément. Elles ne tolèrent aucun compromis là-dessus. Et ça, forcément, ça crée un problème. Parce que quand tu es convaincu que je suis le seul à avoir raison et que toi tu as tort, alors on entre dans une sorte de danse de façade, un peu comme un kabuki, où on fait semblant de se tolérer. Tu vois, à ce stade de ma vie, là où j'en suis, j'ai juste envie de m'entendre avec tout le monde. Je pense qu'il y a déjà assez de morts et de souffrances. Et si quelqu'un vient me dire « Non, non, la seule façon d'être en communion avec Dieu, c'est celle-là, que ce soit la voie juive, chrétienne ou musulmane. » Désolé. Comme je l'ai déjà dit, ma préférence personnelle penche plutôt du côté du christianisme. Mais au fond, ce qui est au cœur de tout ça, c'est cette conviction que les 3 religions partagent. La croyance qu'il existe un Dieu, une divinité suprême qui a créé toutes choses. Pas seulement l'homme et la femme, mais tout ce qui existe, toute forme de vie. Et donc, si c'est la création de Dieu, elle doit être respectée. On ne devrait pas prendre sa religion et s'en servir comme excuse ou justification pour tuer un groupe de personnes simplement parce qu'elles ne croient pas comme nous. Et on voit des sionistes faire ça aux Palestiniens et aux chrétiens. On a vu des chrétiens faire la même chose aux musulmans et aux juifs. Et on voit, encore une fois, que chacune des grandes religions l'a déjà fait à d'autres. Ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, c'est juste pour reconnaître que c'est l'histoire. Et pourtant, dans chacune de ces religions, il y a des gens que j'appelle des personnes sensibles aux choses spirituelles qui comprennent que ce genre de meurtre, ce genre de violence est mal. Et ces gens-là refusent d'y participer ou de le justifier. C'est pour ça que, quand on veut parler du terrorisme islamique, oui, ces salafistes sunnites qui ont mené des attaques contre des civils l'ont souvent fait parce qu'ils voulaient déclarer certains groupes de personnes comme hérétiques. Autrement dit, comme le disent plusieurs de mes amis musulmans, c'est anti-islamique. Ce n'est pas conforme aux enseignements de l'islam. Et vous savez, la religion, c'est un sujet tellement sensible. On commence un peu à entrer là-dedans dans cette émission. Mais malheureusement, c'est vraiment le moteur, la force qui alimente une grande partie de cette violence qui se perpétue de génération en génération à travers l'Asie de l'Ouest, le Moyen-Orient
le Levant, peu importe le nom qu'on veut lui donner. West Asia, Middle East, the Levant, whatever name you want to use. Je ne vois pas de religion particulière derrière ce genre de chaos dans la région, derrière cette guerre. Il n'y a pas d'idéologie religieuse à l'origine de ces conflits au Moyen-Orient. Ah oui, monsieur? Vraiment? Pour moi, c'est plutôt géopolitique. C'est une question de pouvoir, pas de religion. No, no. Non, non. La vision juive, sioniste, c'est que cette terre est la nôtre. Dieu nous l'a donnée, à nous et à personne d'autre. C'est la terre des Juifs. Ce n'est pas pour les Palestiniens, ce n'est pas pour les chrétiens, ce n'est pas pour les musulmans. C'est la terre des Juifs, parce que c'est ce qui est écrit dans la Torah. C'est aussi religieux que possible. Ça n'a rien à voir avec une volonté de contrôler le pétrole ou d'utiliser la religion comme prétexte. Non, c'est aujourd'hui clairement le récit dominant, non seulement en Israël, mais aussi aux États-Unis et dans une grande partie de l'Europe, parmi ceux qui ont adopté la vision sioniste. Je ne sais pas pour la Torah, mais d'après ce que je comprends du christianisme et de la religion, tu vois du Coran, chez les musulmans en gros, ils disent que le texte est neutre, Larry. Parce qu'à un moment, il dit que si tu tues un seul être humain, c'est comme si tu tuais toute l'humanité. Et puis ailleurs, il dit l'inverse. Non, le texte est neutre. Tout dépend de toi, de la façon dont tu l'interprètes. C'est vraiment essentiel. Oui, oui. Donc, vous avez raison. Écoutez, j'ai vu passer pas mal d'interprétations là-dessus. Et franchement, quand les gens se mettent à en parler, ils deviennent passionnés. Ils sont très sûrs de leurs convictions. Et vous savez, je suis certain que je vais recevoir des messages de haine ou des gens qui vont me dire « Vous ne comprenez pas ». Non, je comprends très bien. J'ai commencé à lire la Bible quand j'avais 12 ans et je l'ai relue plusieurs fois au fil des années. Donc je la connais plutôt bien, ainsi que son histoire. Et je comprends aussi que ce que les gens croient en ce qui concerne un être suprême peut influencer profondément la façon dont ils vivent et les choix qu'ils font. Moi, je voudrais simplement qu'on fasse des choix fondés sur le respect de la vie. Ne pas tuer les gens. Et surtout, ne pas tuer les bébés. Ne pas tuer les enfants. Et c'est là que, vous savez, je me réfère à ce que Jésus a dit. Jésus, c'est un juif, élevé dans la tradition juive, allant au temple et tout ça. Mais ses enseignements sur la maltraitance des enfants, qu'il considérait comme l'acte le plus abominable qu'un être humain puisse commettre. Il disait que quiconque ferait du mal à un enfant devrait avoir une meule attachée autour du cou, être jeté à la mer et couler jusqu'au fond pour y mourir. C'est une conséquence très grave pour qui fait du mal à un enfant. Et pourtant, aujourd'hui, on voit chaque jour Israël continuer à tuer des enfants. Je viens encore de voir l'image d'un bébé mort et c'est écœurant. C'est horrible. Mais ça se passe et le monde, les dirigeants qui ont le pouvoir d'agir, eux ne font rien. Et ça inclut, vous savez, en ce moment, il n'y a vraiment que 2 pays qui ont agi, d'une manière ou d'une autre, pour essayer de pousser Israël à arrêter. Les premiers, c'étaient les Houthis, et les seconds, c'est l'Iran. À part ça, les Turcs, rien. Les Jordaniens, rien. Les Saoudiens, rien. Le Qatar, vous voyez, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays musulmans qui prétendent agir. En réalité, ils ne font rien. Ils laissent faire. Ils haussent les épaules en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et moi, je dis, il faut mettre la pression sur Erdogan. Lui dire d'arrêter d'être avide, d'arrêter de remplir ses poches et de couper le flux de pétrole vers Israël. Faire comprendre à Israël que non, les affaires ne continueront pas comme si de rien n'était tant que vous tuez des enfants. Pensez-vous qu'une alliance entre l'Iran et la Turquie pourrait,
d'une manière ou d'une autre, exercer un certain contrôle sur Israël dans la région. Eh bien, je pense qu'au fond, c'est vers cette vision que le Pakistan se dirige. Si vous créez une force militaire pan-islamique, avec l'Égypte, la Turquie, l'Iran, les Saoudiens, cette force militaire, moi j'ai plutôt tendance à la voir comme une armée de mercenaires. Je suis sûr que certains Saoudiens s'en offusqueraient, et je m'en excuse, mais c'est simplement mon opinion. Et avec le Pakistan en plus, cela formerait une force redoutable, qu'Israël serait obligé de prendre en compte et qui mettrait fin aux attaques. La Jordanie pourrait jouer un rôle clé dans tout ça. Mais encore une fois, on parle de plusieurs de ces pays. La Jordanie, le Liban, la Syrie. Beaucoup d'entre eux sont des créations artificielles issues de l'époque coloniale. Et vous savez, il n'y a pas vraiment de frontières nationales claires. Et puis on peut aussi aborder la question des Kurdes, parce qu'il y a des Kurdes en Syrie, des Kurdes en Irak, des Kurdes en Iran, et ils sont tous, enfin même entre eux, les Kurdes se battent parfois les uns contre les autres. Donc, en fait, il n'y a pas de véritable accord. D'ailleurs, on a aussi les Baloutches dans le sud de l'Iran, et eux aussi. Mais les deux pays, l'Iran et le Pakistan, se sont rapprochés pour gérer ça. Oui, c'est sous contrôle. Mais quand on parle du Kurdistan irakien, d'une certaine façon, le gouvernement en Irak n'est pas très fort. Donc c'est l'Iran qui doit s'occuper de ces gens-là. Oui, moi personnellement, je suis aujourd'hui pour une politique étrangère américaine où on s'occupe de nos fichues affaires. Vous voyez, les Baloutches veulent mener un mouvement de libération. Les Iraniens sont contre, les Pakistanais aussi. Les gens vivent dans cette région. C'est à eux de régler ça. Ce n'est pas la mission, ni le rôle d'un pays extérieur de venir essayer de réparer la situation. Pas plus que si vous et votre femme aviez une dispute de couple. La dernière chose que j'aurais envie de faire, c'est de venir vous dire comment arranger ça, ou de prendre parti. J'ai appris cette leçon à la dure, mon Dieu, il y a 40 ans, quand j'ai eu la mauvaise idée de dire à deux bons amis qui annonçaient leur divorce que je comprenais un peu, parce que je trouvais la femme plutôt difficile à vivre. Ils se sont fâchés contre moi, et ils sont restés mariés encore 2 ou 3 ans. Alors j'ai compris. Ferme-la et occupe-toi de tes affaires. Oui, Larry. Comment tu vois Emmanuel Macron partir à Oman pour essayer de convaincre le gouvernement omanais d'envoyer des dragueurs de mines français dans la région? Je vous le dis, si j'étais les Omanais, je dirais « Écoute, Macron, fais ce que tu veux. Vas-y, tente ta chance. » Mais juste pour te rappeler, les Iraniens sont un peu susceptibles sur ce sujet et ils pourraient ne pas apprécier. Donc, si tu veux vraiment faire ça, je te conseille d'aller parler à l'Iran, voir ce qu'ils en pensent. Mais Macron n'est pas quelqu'un de très malin. Encore une fois, on en revient à cet héritage colonial, où ces pays européens ont passé 5 siècles à dire au reste du monde quoi faire. Et maintenant, le monde s'est complètement renversé, et ils ne sont plus en position d'avoir ce genre de pouvoir. Oui, je pense que cette époque est révolue, mais dans leur esprit, elle ne l'est pas. C'est bien ça le problème. Oui. Larry, c'est quand même incroyable pour moi de voir que les mêmes personnes en Ukraine, parce que beaucoup d'entre elles, comme tu dis, les Juifs ashkénazes en Israël, et beaucoup de ces gens, comme Smotrich, viennent d'Ukraine. En gros, les deux guerres, ce sont les mêmes personnes qui les mènent en ce moment. L'une en Ukraine, l'autre en Israël. Il y a, d'une certaine façon, un lien énorme entre les deux. Moi, je pense que la guerre n'est pas la solution. Quand on regarde le cas de l'Ukraine, le pays a été détruit.
the case of Ukraine, Ukraine has been destroyed. The other day I was talking with Paul Craig Roberts. L'autre jour, je parlais avec Paul Craig Roberts. Il m'a dit que l'Iran avait fait une grosse erreur en ne poursuivant pas la guerre. Selon lui, ils doivent continuer la guerre pour détruire entièrement Israël. Je lui ai répondu, Paul, ça ne finira bien pour personne s'ils poursuivent cette guerre. La guerre n'est pas la solution, à mon avis, et l'Ukraine en est la preuve. L'Ukraine a été détruite. Il ne reste plus rien à reconstruire. La population a été réduite de plus de 50%, de 59 millions à 20 millions. Plus de 2 millions de soldats ont été tués. More than 2 million soldiers were killed. They're still fighting. Oui, c'est ça. Encore une fois, ils sont utilisés comme un outil de l'Occident. Et l'Occident n'a absolument aucun intérêt pour le bien-être des populations, parce qu'il y a énormément d'argent qui circule dans les marchés noirs et dans des activités criminelles auxquelles l'Occident participe activement. Et ça inclut la traite des êtres humains, le trafic d'organes. Donc vous voyez, malheureusement, je pense que l'Occident est prêt à sacrifier le peuple ukrainien pour servir ses propres intérêts, ses propres desseins, disons-le, assez douteux. Et ce que font les États-Unis, ce n'est pas vraiment pour construire un monde meilleur, un monde soi-disant plus juste. Et avec tout le respect que je dois à Paul Craig Roberts, ce qu'a montré l'Iran en mettant fin à la guerre, ou plutôt en arrêtant son offensive, parce qu'ils auraient très bien pu continuer, ça prouve bien que l'Iran n'est pas animé par l'idée de tuer des Israéliens. Ils en auraient eu la capacité. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'a fait Danny Davis dans une excellente interview avec Ted Postal que vous avez déjà reçue. Et Ted a fait une très bonne présentation hier ou avant-hier sur l'inefficacité du missile Patriot. On a bien vu que l'Iran a pu frapper des cibles en Israël pratiquement à volonté. Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est chercher à provoquer un grand nombre de victimes civiles. Ils ont essayé de s'en prendre à des cibles plus difficiles, d'éliminer les menaces militaires et de s'occuper de certains ports et systèmes de communication. Et ils auraient très bien pu dire « Non, nous allons détruire Israël ». Mais jusqu'à présent, ce n'est pas l'état d'esprit, ni ce que reflètent les actions de l'Iran envers Israël. Alors, à quoi peut-on attribuer cela? Je dirais que c'est en partie lié à une vision religieuse. Et pourtant, l'Occident préfère se concentrer sur ces moments où le peuple iranien descend dans la rue en scandant « Mort à l'Amérique ». Il n'appelle pas à la mort des Américains en tant que personne. Il réclame la fin d'un système corrompu, celui du gouvernement américain, et de ce qu'il fait en renversant d'autres gouvernements ou en provoquant des révolutions de couleur. Pas pour le bien des peuples, mais que les États-Unis puissent obtenir un accès économique et le contrôle des ressources. Vous savez, quand on traduit du persan vers l'anglais, je pense que ça crée souvent des malentendus. Parce que, juste après que le ministre iranien des Affaires étrangères a signé ou décidé de signer le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis, il y avait des gens dans les rues de Téhéran qui manifestaient contre lui, en criant « Mort à Araghchi », le ministre des Affaires étrangères. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils veulent le tuer? Non, pas du tout. C'est une façon d'exprimer leur désaccord avec ce qui se passe. Et quand on traduit ce genre d'expression en anglais, ça prend un tout autre sens. Ça ne veut pas vraiment dire qu'on veut tuer quelqu'un. C'est une forme de protestation. Ça veut dire « je ne suis pas d'accord avec lui, il a tort, et ce qu'il fait est nuisible ». C'est comme ça qu'on s'exprime quand on dit « Mora », par exemple, le ministre des Affaires étrangères. C'est une tournure de langage. Mais quand on traduit ça en anglais, on dit « non, ces gens veulent nous tuer. Ils sont contre nous, ils nous détestent ». Oui, et ça devient une excuse.
Yeah. And there is no, Larry, there is a huge Larry, sort il y a un of énorme vide à vacuum Washington in quand il Washington s'agit de when it comes comprendre to la culture. understanding the Tu sais, culture, la différence the entre la culture à difference Washington et between celle the d'autres culture régions du in monde. Washington and Par other exemple, parts en of the Iran, world. For en example, in Russie, Iran, en in Chine. Russia, in Je n'ai China. vu aucun I expert, par haven't exemple, seen sur la one Russie, sort of qui expert, comprenne for vraiment la example, culture interested russe, in Russia. le To peuple understand the russe. Russian culture, the Pour Russian l'Iran, c'est people. pareil. Pendant With 4 Iran, the ans, same on a parlé de case. l'Ukraine Right. et de la Russie. You know, Et for maintenant, 4 years c'est la we même were chose talking avec about l'Iran. Ukraine and Russia. Ils ne And the comprennent same tout thing simplement is pas la happening in the culture. case of Iran. They simply don't understand the culture. Well, yeah, and look, there are cultural differences in how Oui, bien how sûr. people perceive the Et world in regardez, different ways. il y a But des différences culturelles dans la there's façon dont les gens interesting channels perçoivent le on monde, YouTube chacun à sa by manière. a Welsh Mais il y a une chaîne named, YouTube intéressante, Simon tenue par un Wilson. Gallois qui s'appelle Simon And Wilson. what he does is Ce he qu'il travels fait, around the c'est qu'il world. voyage un Sometimes peu he does these partout dans le challenges monde. where he goes into a Parfois, country il se lance des and even défis. though he's got money, Il arrive dans un he lives as pays, if he has et no même s'il a money. de l'argent, How can he il vit comme survive s'il with n'en no avait money in pas. the country? Comment peut-il But he's survivre very sans good. argent dans un pays He's been in étranger? Afghanistan, he's been in Syria, Et pourtant, he's à been in chaque North fois, Korea, il a été en Afghanistan, and en Syrie, what en Corée what du he Nord. illustrates through Ce all qu'il of montre à those travers tout ça, c'est qu'il is existe there une is this humanité humanity. commune. Wherever Où you qu'il go, aille, la grande majorité des gens sont bienveillants avec lui, pas menaçants. Oui, bien sûr, je vous l'accorde. Il y a dans ces pays des personnes capables de faire le mal. There are people in these different countries who do evil to you. Hell, he even went into Sinaloa, which, you know, if I was his father, I'd say, what the hell are you thinking? You're not doing that. But he went there. And again, you find that people, generally will, with strangers, will treat strangers well and will give them what, they will, they'll provide for them. He was on this train going to North Korea, and this one Chinese woman, man, she was feeding him like he was one of her kids. So, I see things like that. I take hope. There is hope in that. It's these damn governments with their aggressive military postures that we got to stop it. We have to stop it. And I was on the inside. I was part of the machine. And I see Je ne peux what pas changer ce qui a été was fait. wrong. Mais tout ce que je peux But faire, I was doing. c'est essayer de changer, I can't à go back partir de and change maintenant, what was done, but ce que nous all I faisons. can do is try to change going forward what we do now. Yeah. Oui, Exactly. exactement. Merci beaucoup, Larry, d'avoir été avec nous aujourd'hui. For being with us today. On a transformé ça en une sorte d'heure de théologie. Yeah, exactly. This Oui, is the way exactement. I think. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense qu'au fond, tout dépend de la façon dont on perçoit le monde qui nous entoure. Et ça, c'est important, je crois. That's important, I think. Yeah, and that's what's important. Oui, I think et c'est what's ça qui important, compte. what you're Je pense que doing ce qui est important, and c'est what ce que tu others fais, like you are doing ce que to try d'autres to comme say, toi font, let's build pour essayer de dire understanding. construisons la compréhension. Let's not build Ne construisons pas la haine. Ressentons de l'amour et de la Let's bienveillance build love les uns and envers caring les for autres. one another. Alors, continue comme ça, mon ami. So, keep it up, my friend. Oui, merci, Larry. Thank you, Laurie, and see you soon. À très bientôt. The shirts help. Et puis les chemises, ça aide. Ça devrait être la religion mondiale. That should be- On veut que that should tout le be the monde global porte une religion. chemise de We want Floride everybody to et wear pense à des a choses Florida tropicales. shirt and think about Yeah. tropical things. Yeah. Oui, exactement. Yeah. All right. Très bien. Je suis sûr qu'on se reparlera bientôt. Talking soon. Yeah. Oui, exactement. On va en parler. Yeah. Très bien, mon ami.